Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. Gab, t'avais un deuxième article à nous montrer, si je ne m'abuse. Une page Facebook. Contre-attaque, je connais pas. Barnier, premier ministre, l'enfant du RN et du macronisme. Je le lis ou... t'es sur mute, Gab, t'es sur mute. T'es muté. Ça arrive même au meilleur. Euh, Oui, c'est ça. On va parler du move antidémocratique que Macron a fait en France, donc avec son élection boboche de dernière minute. Et finalement, c'est ça, les résultats de l'élection sont sortis. Le nouveau Front populaire était en avance. C'est le parti le plus important, mais Macron a décidé d'ignorer complètement, en fait, la volonté populaire et d'installer un ministre sorti du quatrième parti, en fait. Ouais. Donc, Juste une petite affaire. Bien le bonsoir à Chronique 420. Bienvenue. On aime ça. On aime nos habitués énormément. VP un peu en l'honneur de Chronique 420. Donc c'est ça, ouais, ils ont complètement ignoré la volonté populaire, puis ils ont mis donc un ministre issu d'un des groupes de la droite dure. Là. Il a opté de ne pas aller directement avec Bardella parce que c'est un peu trop dans ta face. Là, mais même à ça. Puis là, tu sais, ils font passer ça comme que ça va être le candidat de conciliation avec tout le monde, puis whatever. Genre, eux autres, ils font passer ça comme genre, le commentaire du RN, c'est de faire passer ça comme que si ça aurait été antidémocratique, en fait, d'ignorer la volonté du parti qui n'a pas gagné, genre. En tout cas. Puis. Oui, comme Duhem qui dit qu'il y a plein de monde qui ne sont pas représentés parce que lui, il n'est pas là, puis tout, on connaît la chanson. Ouais, c'est ça, c'est super triste, là, mais bref, s'il aurait fait comme qui se devrait de mettre un candidat du parti donc de l'Union, en fait, de la coalition de gauche, ben là, ça aurait été inacceptable parce que ça l'aurait ignoré la voix de tous les Français qui ont voté pour l'extrême droite, mais le contraire, la corrélation, par exemple, elle n'existe pas, on s'en fout. Là, le peuple. Tu sais, quand je disais tantôt, puis qu'on en parlait d'autres fois, que le peuple, c'est quelque chose de qualitatif. Ça. La droite, c'est pas la droite, c'est le peuple, mais la gauche, c'est pas le peuple. C'est ça, exactement. On peut les ignorer parce que c'est pas le peuple, c'est des apatrides. Ben oui, non, mais des islamo-gauchistes. En fait, je vais même te citer Jean Charest. Et des antisémites, bien sûr. Oui, je vais même te citer Jean Charest là-dessus. C'est la rue. Pendant la grève de 2012, écoute, je pense qu'il l'a formulé de la meilleure manière que tu peux faire pour mettre comme je vais dire, placer la dichotomie entre ce que l'extrême droite appelle le peuple. Puis, tu sais, Jean Charest, il était très, très, très à droite, on s'entend, là? Ouais. D'accord avec cette. Il était au Parti libéral, mais tu sais, c'est un conservateur au fédéral, tu sais, avant ça, tu sais. C'est assez bizarre, ça, un conservateur. Je veux dire, il était à droite parmi le Parti libéral qui est déjà lui-même à droite. Plus, je veux dire, tout ce qu'ils ont fait, le Parti libéral, à part un peu de lip serving pour les minorités, genre tout ce qu'ils ont fait était très à droite. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il était très, très à droite. Il était à droite même pour le Parti libéral. Puis, il a dit à un moment donné, quand les élections sont à un moment donné des élections, il a dit la rue a parlé, maintenant les urnes vont se prononcer. Tu sais. C'est comme, OK, puis la rue, c'est pas. Non, excuse-moi, pas les urnes, il a dit le peuple, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que la rue, c'est pas le peuple, tu sais. En tout cas, sans dire que c'est juste ça, le peuple, quand il y a 200 000 personnes qui se mobilisent dans les rues de Montréal, c'est ça, mais là, c'est quand même le peuple, c'est pas personne, tu sais, genre, c'est pas... Ils vont tout le temps répondre en évoquant la majorité silencieuse. C'est pas la gauche qui sort 200 000 personnes de ses faufounes pour faire une manif. C'est pas l'espèce de la gauche, tu sais, j'entends ici parler, là, comme s'il y avait
La différence, c'est que la rue, genre, c'est physique, là. Tes Ouais, voix, tes sens, tes entends sont là, là. Tu sais, tu oui, peux c'est pas ça. nier ça. Tandis que la majorité silencieuse, ben, c'est un outil rhétorique, là. Ben oui. C'est un élément de langage. C'est quelque chose d'abstrait qu'on assume existe, là, puis qu'on peut leur faire dire n'importe quoi parce que, ben, ils sont silencieux. Le Nouveau Front populaire, c'est une coalition de plusieurs partis de gauche. Le plus important parti de cette coalition, c'est la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Ok, ouais. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Genre, je pense qu'ils ont eu comme 37, puis la France insoumise là-dedans, c'était peut-être 20. Là. Genre, c'est le plus gros morceau définitivement, mais c'est genre le RN a tapé sur la France insoumise tout le long, puis ils veulent complètement les délégitimiser. C'est pour ça, justement, que c'était inacceptable que, genre, un candidat de la France insoumise. Mais, genre, il était prêt, la coalition de gauche, à faire un compromis à ce niveau-là, puis de dire, OK, on ne mettra même pas un ministre de la France insoumise, là, ça va être un ministre des autres partis de gauche, comme qu'ils ont fait l'inverse en mettant un premier ministre des Républicains et non pas du Front national, genre. Mais le même, il avait fait ce compromis-là, puis c'était pas assez bien. Fait que de dire que le problème, c'est les candidats un peu trop controversés de la France insoumise, ben c'était pas ça, là, parce que là, quand ils ont dit, ben OK, on va mettre quelqu'un d'autre que quelqu'un de la France insoumise, ça Moi, passait j'ai pas. une question. Moi, j'ai une question. Ça veut dire. Mettons, là, c'est sûr que je sais que tu sais, il y en a quand même un problème d'antisémitisme à gauche. Là. Mais ça veut dire quoi, un candidat controversé à gauche versus un candidat controversé à droite? Tu sais, moi, à ma connaissance, un candidat controversé à droite, c'est quelqu'un qui pourrait reprendre l'expression de notre ami Pierre, qui a le crâne rasé, qui lève le bras puis qui porte des bottes de cuir, tu sais. Ben, en fait, c'est surtout qu'il lève le bras parce que je porte des bottes de cuir et j'ai le Ouais, crâne mais ils sont rasé, tous mais. ils ont des candidats en costard, là, eux autres. Oui, Là. oui, je le sais, je sais que. Ils sont tous bien propres, là, je veux dire. Oui, non, non, c'est Barbu, ça. là, Non. il y a une gueule de chérubin, puis il s'exprime comme un premier de classe, là, tu sais. Oui, oui, non, 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 c'est ça. Je le sais, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, ça veut dire quoi être controversé à droite versus controversé à gauche? Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est pas la même chose dans le contexte. Ben, tu sais, dans la façon que c'est utilisé dans le langage, il y en a juste un des deux qui est problématique, finalement. Là. Ah ben oui, clairement, c'est toujours celui de gauche. C'est ça. Puis je veux dire, Macron, Jordan les deux Bardella, il est premiers pas mandats, controversé, lui. Ses deux premiers mandats, il les a obtenus en promettant de faire le barrage à l'extrême droite et en disant que c'était la seule façon de faire barrage à l'extrême droite, c'était de voter pour l'arc républicain qui se situait quelque part entre lui et la gauche. Là, genre. Ouais, ouais, c'est ça. Puis dans les deux cas, c'est un mensonge parce qu'après ça, il serait avancé au pouvoir. Le Puis il centre, le faisait centre, juste des concessions à l'extrême droite tout le long. le centre. Ouais, c'est Le, ça, le centre. le centre qui essaye la tactique de l'apaisement, on sait que ça marche pas. Je pense que c'est encore plus cynique que ça. Là. Ça, c'est pas de l'apaisement. Ça, c'est il leur a ouvert la porte, là, carrément. Il leur a ouvert la porte, il leur a balayé le passage, il leur a déroulé le tapis rouge. Là. C'est pour ça qu'on se ramasse dans la situation actuelle que c'est même acceptable d'une certaine façon le move qu'il a fait, là, même si d'avance, c'est pas illégal, genre. Oui, ils ont les moyens de faire ça, genre, parce que la France, la coalition de gauche n'est pas majoritaire. Il n'y a pas aucun des partis qui a eu une majorité absolue, genre. Mais son bloc, à lui, il décide de se ranger du côté de l'extrême droite, là. Ça, c'est le choix clair qu'ils ont fait, genre. Puis là, on va se ramasser avec ce premier ministre-là, dont on va parler dans ce poste de contre-attaque. Donc, Macron voulait terminer son mandat en gouvernant avec l'extrême droite. C'est dans cet objectif qu'il a lancé par surprise une dissolution en urgence avant l'été. Son projet est désormais réalisé. Michel Bernier, vieux routard de la droite radicale, soutenu par le Rassemblement national, est ainsi l'enfant du couple Macron-Le Pen. Il est au cœur d'un arc allant de la droite à l'extrême droite. Il dépend totalement du soutien du RN à l'Assemblée et gouvernera contre le nouveau Front populaire. Même le RN a dit OK, on va regarder ce qu'il fait le monsieur, puis c'est nous autres qui va décider si ça passe. Là. C'est le RN qui va caler les shots, là, qui va décider si les politiques du premier ministre sont acceptables pour eux ou pas. Là. Parce que de la façon qu'ils ont arrangé ça, ben là, si eux autres se retirent de leur coalition, ça ne tient plus. S'ils veulent passer des lois, ben là, il va falloir qu'ils demandent leur avis à Marine Le Pen. Là. Genre, ils vont passer les lois que Marine Le Pen va accepter qu'ils passent. Fait que
On sait d'avance quel genre de loi que ça va être. Là. Ça va être de la cause sociale, puis des lois contre l'immigration, puis encore plus là, des lois drastiques de sécurité, la retraite qui va se retarder Puis à l'infini. probablement des crises de loi transphobes. Sérieux, là, le monde qui veut être transphobe, là, c'est absolument hallucinant. Aussi, mais il en parle moins de la transphobie en France. Ouais, ok. Mais en tout Genre, cas, moi, je suis moins au courant de l'état des faits de la transphobie en ouais, France ben, en tout cas, ici ou c'est parce en que Angleterre. moi, c'est parce que ben, tu sais, je t'en ai glissé un mot en privé, là, mais tu sais, écoute, récemment, moi, il y avait quelqu'un que j'avais déjà écouté, tu sais, que je trouvais très crédible, etc. Là, Sophie Robert, pis ça. Puis récemment, écoute, je tombe sur des vidéos récentes, là, tu sais, des trucs. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah, elle est tout croche, puis ça, puis elle a un agenda, puis tout. J'ai fait, qu'est-ce que tu dis là, toi? Puis je m'envoie des vidéos récentes. Et tabarnak! C'est plus que la Annie-Ève Collins de France, là. C'est des affaires là, d'enfants qui ont subi des mutilations suite à des transitions, puis Ouais, mais blablabla. ils disent toutes la même affaire, c'est Ah tout le oui, même mais je langage. veux dire, oui, oui, mais elle est particulièrement crasse, là. Je veux dire, elle est très Ouais. tabarnak. C'est comme Ah! Non, Non, c'est sûr qu'il y en il a, y mais en a là, qui. je sais pas à quel point que c'est le fer de lance de l'extrême droite, autant qu'en Angleterre ou ici ou aux États-Unis. Genre. Ouais, non, mais écoute, il y a du monde qui ont déjà chialé contre Franck Lepage qu'on a passé vendredi passé parce que, tu sais, des fois, mettons, quand il parle de Big Pharma, c'est un peu. T'as le goût de dire, ouais, ok, c'est un peu farfetch ton affaire. Parce que, tu sais, quand on a vu genre Mais il n'a jamais les rien dit de paniques. raciste, puis il n'a jamais rien dit. Ouais. On a vu les paniques là, par rapport aux Olympiques qui étaient quand même, on va se le dire, très queer là, Ah ouais, ouais. cette année. Là. Ouais, Puis on ouais. a vu, en fait, le gros de l'outrage n'avait pas l'air de venir de la France tant que ça. Ça avait l'air de venir plus genre à l'international, puis sur Twitter, puis tout le kit. Mais c'est sûr que j'ai plus le nez là-dedans. Là. Faudrait en parler avec un des Français, en fait, pour savoir Effectivement. l'étendue du problème en France. Là. Mais bref, il va sans doute y avoir un peu de ça aussi. Ouais, tu sais, mais en tout cas, Sophie Robert, moi, en tout cas, je trouve ça. Ben, c'est navrant parce que tu voulais m'en parler, Je genre, trouve puis ça t'étais tout non, content. vraiment, oui, oui, vraiment. Là, c'est vraiment. Là, Puis, tu sais, je veux dire, regardez, là, juste pour vous donner un exemple, là, les vidéos qu'elle a faites sur la psychanalyse, là, ben des années. Ce qu'elle mentionne là-dedans, là, le plus grand spécialiste des autistes au Québec, là, c'est celui qui travaille avec Michel Dawson, là, Laurent Motron. Là, il a fui la France pour fuir la psychanalyse exactement pour les raisons qu'elle mentionne là-dedans. Tu sais, lui, il est tout sauf sa sauce. Il nous a d'ailleurs produit des résultats absolument merveilleux récemment. Il y a des gens qui prétendaient que leur super thérapie de conversion, d'intervention bidon faisait quelque chose. Puis, tiens donc, il a montré que, du moins sur l'apprentissage de la parole, ça foutait fuck all. Mais par la bande, sans le mentionner directement, c'était particulièrement habile. C'est parti. Tout sauf sa sauce, tu sais, tout. Fait que, tu sais, j'ai aucune raison de douter, par exemple, de ces vieux vidéos, mais. Écoute, quelqu'un peut avoir des bonnes ouais. idées, puis après ça, avoir des Ben oui, mauvaises non, mais c'est idées, ça. puis ça rend pas les bonnes idées Ah non, nécessairement mauvaises. c'est ça, tu sais, je ferai jamais, je veux dire, je passerai jamais je passerai plus jamais une vidéo d'elle, puis je ferai jamais plus que juste vous en parler, parce que, écoute, récemment, ce que j'ai vu, c'était juste trop horrible, là. C'est de la transphobie, c'est de la transphobie Inception, de la transphobie Inception, là, tu sais, Ben, je veux dire, j'en ai vu en esti des affaires dans la sphère anglophone. Là. Je pense pas que ça m'impressionnerait tant que ça, mais c'est non, plus mais je veux dire, oui, non, c'est crasse. De toute façon, la moi aussi, je transphobie, n'ai c'est de la vu. merde. Ouais, moi aussi, je n'ai vu. Non, mais tu sais, je veux dire, je n'ai quand même vu des plus crasses que d'autres, là, puis elle est à crasse. Tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas du monde plus crasse qu'elle, là, mais. Ben, je veux dire, il y a Rosie Parker qui a carrément dit, genre, les nazis, vous êtes le bienvenu dans mes manifs pour faire la sécurité, là, genre. Et qui a carrément dit, les hommes avec des fusils, vous devriez aller checker les salles de bain, c'est votre tour de shiner, là, genre. Tabarnak. Si vous êtes des vrais hommes, vous allez défendre les salles de bain contre les personnes trans. Sacrement, man. Ouais, c'est ça. Il y en a en esti. Ouais, non, mais je te dirais, c'est pas. Elle, c'est pas trash dans le sens de violent, là, tu sais, de gun, là, mais de médicalement parlant, là, tu sais, de la manière qu'elle décrit ça, là, c'est vraiment dégueulasse. Là. Je vais y aller du commentaire de Zandark qui dit que non seulement le Front National a tapé sur le nouveau Front populaire, les médias
Les médias ont constamment agité le hochet de l'antisémitisme pour discréditer la France insoumise à cause de son appui au peuple palestinien en l'accusant faussement d'excuser le Hamas. Et Macron a fait le jeu de la droite et courtisé les appuis du Front national. C'est ça. C'est bien dit, là. La raison pour laquelle tu te fais accuser d'antisémitisme en ce moment, c'est parce que tu supportes la Palestine. Indépendamment de savoir s'il y a un problème d'antisémitisme ou pas dans ton parti. Puis dans le cas présent, oui, il y en a un. Il y en a un problème d'antisémitisme dans le front, dans la France insoumise. Même Mélenchon a sorti des affaires complètement hors champ, genre, puis il faudrait être capable d'analyser ça sans faire justement des équivocations qui n'ont pas d'allure. Là. Genre, c'est pas quand il supporte la Palestine qui est antisémite, là. C'est quand il fait des déclarations proto-complotistes où il parle du financier puis des trucs comme ça. Là, genre, le problème, c'est ça. Puis là, on peut pas parler du vrai problème à cause que c'est le faux problème qui est mis de l'avant. Là. Ben oui, parce que le vrai problème, c'est un problème de ce qui pourrait reprendre l'expression de Dr Fatima, d'avoir un ethno-state qui fait du colonialisme. Tu sais, je veux dire. Ouais, le problème en Palestine. Le Oui, problème de c'est ça. l'antisémitisme dans le. Non, mais Dans, ce que je veux dire, c'est que tu sais, ça, c'est le problème qui se passe en Palestine. Tu sais. Fait que généralement, quand tu commences à faire des liens douteux avec d'autres choses que ça, tu finis par l'échapper. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la tactique de toute façon partout. Là. Toutes les personnes qui supportent la cause palestinienne se font accuser d'antisémitisme à tort et à travers. Là. Macron se moque de tout le monde depuis 2 mois en faisant semblant d'organiser des négociations. Michel Bernier a été choisi dès le début du mois de juillet. France Culture vient de révéler que quelques jours après le second tour des législatives, le secrétaire général de l'Élysée et bras droit d'Emmanuel Macron a rencontré une première fois Michel Barnier, puis une seconde au début août, et qu'il était son candidat pour le poste. Donc, tout ça était que du théâtre. Il avait déjà pris sa décision. Donc, le, la France a été laissée sans gouvernement et sans premier ministre pour tourner en roue libre pendant 2 mois, là, à peu près. Puis ça a les avantages. Ça a l'avantage de l'extrême droite. Puis ça légitimise encore plus sa décision parce que là, ben, ça donne l'impression qu'on était dans un impasse et là, ben, M. Barnier va venir tout d'un coup nous sortir de l'impasse en faisant de la conciliation entre la droite dure et l'extrême droite, en ignorant le tiers de la population, grosso modo, qui a voté pour la gauche. Tout ce nom, ces faux suspens mis en scène dans les médias, ces réunions interminables, c'était du vent pour gagner du temps et accessoirement pour éviter les manifestations pendant les Jeux olympiques. Parce que c'est ça. En ce moment, la France est encore une fois dans la rue, mais ils ne voulaient pas que ça se passe pendant les Jeux olympiques. Donc, ça faisait partie des raisons pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Là. Macron voulait nommer un premier ministre très à droite depuis le début. Ça, c'est donc, peu importe le résultat du vote, le choix était comme déjà fait. Genre, il aurait fallu une majorité absolue, ce qui aurait été vraiment difficile à obtenir, là, genre pour empêcher ça. Sinon, ben, il n'y avait pas vraiment de démocratie, en fait, dans cette élection-là. Là. C'était juste pour valider accessoirement le choix qu'ils avaient déjà fait. Le premier ministre des riches. Pour son investiture, Michel Barnier a d'abord montré qu'il serait au service des riches. Jeudi 5 avril, il a fait un discours sur l'importance des grandes entreprises et de l'Europe et a martelé le mot attractivité et souligné danger de la dette. En clair, il a annoncé un maxi-plan d'austérité, des cadeaux aux patrons et a assuré le marché qui craignait un gouvernement de gauche en France. Ce vendredi, il a reçu les 3 chefs de la droite radicale, Laurent Wauquiez. Il a reçu les 3 chefs de la droite radicale qui a détourné,
Laurent Wauquiez, qui a détourné des milliers d'euros pour des dîners de luxe. Bruno Retailleau, incarnant la droite réactionnaire et religieuse des Pays de la Loire. Et Gérard Larcher, qui s'engraisse au Sénat depuis 15 ans et qui insulte la gauche dans les médias. Nous avons bien affaire à un coup d'État du Parti des riches, car si on devrait retenir un sujet sur lequel l'écrasante majorité des Français est d'accord, un seul, c'est le refus massif de la politique économique macroniste. Même le RN, là, genre même les votants du RN sont contre ça, pas le RN parce que c'est un parti de riches, eux autres aussi, genre, mais même les votants là, sont pas d'accord avec l'austérité, la politique macroniste, puis ces affaires-là, genre le volet économique, là, parce que ça les affecte directement, ça les appauvrit. Mais là, ils vont avoir plus de ça parce qu'ils se sont fait, en fait, jouer encore là, la carte de la xénophobie pour ignorer, en fait, genre, l'impact de leur politique sur l'économie. La réforme des retraites est rejetée par 9 salariés sur 10. L'immense majorité de la population demande de meilleurs salaires, le renforcement des services publics, la baisse des prix de l'alimentation. Ce nouveau premier ministre ira exactement dans le sens inverse. En 2021, Michel Barnier trouvait déjà que Macron n'allait pas assez loin et appelait à diminuer un plus les impôts pour les entreprises en faisant un cadeau de 20 milliards d'euros aux patrons et à augmenter la TVA qui pénalise les plus pauvres. Il proposait aussi de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, d'augmenter le temps de travail, de couper les allocations de chômage après 2 offres. Ce nouveau gouvernement va donc faire du macronisme en plus radical, une politique néolibérale encore plus violente avec le soutien du Rassemblement national. Le premier ministre du Rassemblement national, Michel Barnier, c'est aussi un choix discuté et validé avec Marine Le Pen, car sa ligne n'a rien d'un homme de centre-droit, comme le répètent les médias depuis hier. Elle est totalement compatible avec l'extrême droite. D'abord, il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1981 et contre le remboursement de l'IVG en 1982, au début de sa longue carrière politique. Rendez-vous compte, avec Barnier, les personnes homosexuelles risqueraient encore d'être mises en prison et les femmes se feraient avorter clandestinement. Là, on parle de un gros retour dans le passé là, pour la France, que genre c'est des affaires qui devaient être acquises depuis longtemps, mais là, tout d'un coup, on remet ça en fait sur la table. Un peu comme au Canada d'ailleurs. Ben, c'est surtout, je pense, c'est de montrer que le gars, il a un historique, là. Oui, aussi. Ouais, c'est son historique, c'est de voter pour le passé. Sur le plan répressif, il annonçait en 2021 son souhait de construire 20 000 places de prison supplémentaires. Bon, ben c'est cool, on va avoir des prisons. Hein. C'est-à-dire d'aller toujours plus vers la solution du tout carcéral, alors qu'il n'y a jamais eu autant de détenus en France, presque 80 000. La réponse du néolibéralisme à tous les problèmes sociaux, bien sûr, c'est plus de police, plus de prison, plus de criminalisation. Sur l'immigration, Michel Barnier est sur une ligne xénophobe entièrement compatible avec le RN. En 2021, lors des primaires de droite, il appelait à un double électrochoc sur la sécurité et l'immigration, avec notamment la fin de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la suppression de l'accès aux soins pour les étrangers, même si cela met en danger la santé de tout le monde, français comme étranger. La fin du regroupement familial, la restriction du droit d'asile, la fin de régularisation, des expulsions massives, une baisse massive des étudiants étrangers. Barnier utilise exactement le même langage que le... Oui, c'est tout à fait charmant. Barnier utilise exactement le même langage que le Rassemblement national, associant immigration, terrorisme et insécurité. Il appelait même, comme Zemmour, à désobéir aux règles européennes en matière de droits humains pour mettre en place un bouclier migratoire en France. Quand le président d'extrême droite hongrois, Viktor Orban, a réclamé la même chose, cela avait provoqué un scandale à l'échelle européenne. Marion Maréchal a d'ailleurs tweeté, pleine d'enthousiasme, le 5 septembre après sa nomination, « C'est le moment de tenir vos promesses. » Encore là, c'est le RN qui va caler les shots, qui va regarder qu'est-ce que le bonhomme il fait, puis c'est eux autres qui vont décider si ça passe ou pas.
Vous pensiez avoir fait barrage à l'extrême droite? Une nouvelle fois, Macron s'en moque totalement. Il transforme le barrage en autoroute. Il n'est même pas exclu que Barnier propose des ministres issus des rangs des fascistes. Si tel n'est pas le cas, il gouvernera avec eux. Comme tout politicien qui se respecte, Barnier n'a ni honneur ni loyauté puisqu'il déclarait en 2021 notre pays n'a pas été bien gouverné. L'échec du président sortant est clair. Emmanuel Macron a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Aujourd'hui, la gamelle est bonne. Ouais, Enfin, c'est ça, il l'a blasté. Puis là, à ce temps qu'il me donne un poste de premier ministre, c'est bien correct. c'est mon ami. Enfin, puisqu'il est question de sondage et d'interprétation en tout genre, en voici deux qui viennent de sortir. 57% des Français ne font pas confiance à Michel Barnier en tant que premier ministre et 49 sont pour la destitution de Macron. Mais les sondages ne sont rien d'autre que des abstractions. En revanche, si la moitié de la population s'organisait pour faire tomber le régime, tout serait possible. Donc, 49% du monde, ils veulent faire sortir Macron. Puis 57% n'aiment pas la gueule de leur premier ministre. Bref, ça va en prendre un esti des polices en France. Ça va prendre bien des polices puis bien des prisons pour que ça passe, mais ils ont fait leur choix. Donc, c'était ce petit article de contre-attaque, donc qui est je dirais, blogueur ou rassemblement de blogueurs gauchistes en France. Donc, on vous encourage à les suivre si vous voulez vous tenir informé de ce qui se passe là-bas. Je les lis fréquemment, je les trouve très, très pertinents et très intéressants. Alors, bon, c'était tout pour ma partie, en fait, du live browsing. Ben, ouais, c'est ça. Moi, je vous ramènerai un peu ici avec une histoire de bière. Donnez-moi 30 secondes. C'est bien ceci. C'est bien la bonne fenêtre. Petit article de la presse. Ça a bien l'air que je vous le lis à chaud, mais le titre n'augure rien de bon. Politique de diversité. Molson Coors prend ses distances. En dessous de la photo, il marque à l'instar de Jack Daniels, Harley-Davidson et Ford, Molson Coors met fin à certaines politiques de diversité sur le lieu de travail, touchant notamment la communauté LGBTQ+. L'activisme anti-inclusion traverse la frontière américaine. À l'instar de Jack Daniels, Harley-Davidson et Ford, voilà que Molson Coors met fin à certaines politiques de diversité sur le lieu de travail, touchant notamment la communauté LGBTQ+. Redoutant un boycottage mené par un fort mouvement conservateur aux États-Unis, plusieurs marques ont révisé leur politique d'inclusion. Tu sais, mais quand on regarde ça, là, je veux pas faire de stéréotypes, là, mais c'est moi ou c'est tous des produits qui targetent le même demographics que les partis d'extrême droite, le Parti républicain. Je regarde ça, là, Jack Daniels, Harley-Davidson, puis Ford, puis Molson Coors. Là. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'en bois de la bière, là, et je m'achète pas souvent de la Coors. Ouais, en même temps, Je veux pas faire comme je dis, je veux pas c'est tomber un peu dans la tendancieux. Là. Ouais, C'est un peu je sais, tendancieux. c'est un peu tendancieux, mais je veux dire. OK, on va le dire ça de même. C'est un peu tendancieux avec 4 compagnies back-à-back. On va dire ça comme ça. Ouais, mais C'est c'est pas un stéréotype parce que c'est faux ou parce que ça arrive pas souvent. Mais c'est un peu tendancieux quand même. C'est un argument esthétique aussi. Là, ouais, non, moins tendance. je sais bien, mais non, mais je veux dire, entre guillemets. Puis aussi, on dit tout le temps qu'on veut pas laisser aucun terrain à l'extrême droite. Donc, peut-être que Ouais, certaines personnes devraient boire plus de bière cheap, puis faire peut-être. plus de whatever, CrossFit, puis des gros chars, puis c'était quoi l'autre affaire? Ah non, c'est pas du CrossFit, c'est boire du Jack Daniels, puis Harley Davidson, puis Ford, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça, de la moto. Ben, c'est ça, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, il faut quand même avoir de l'argent pour faire de la moto, tu sais, fait que, je veux dire. Oui. Il y a plusieurs raisons pourquoi que ça tombe plus à droite qu'à gauche, ce genre de choses-là. Puis oui, effectivement, l'accès économique, c'est probablement une des raisons. La bière, peut-être un peu moins, mais tu sais, Harley Davidson, je me doute que, tu sais, comme tu dis, il y a un aspect économique, là. Redoutant un boycottage mené par un mouvement conservateur aux États-Unis, plusieurs marques ont révisé leur politique d'inclusion. Au Québec, cette récente décision de Molson pourrait nuire à l'image de l'entreprise fondée à Montréal. C'est du moins ce qu'affirme Thierry Arnaud, président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. C'est à l'opposé des bonnes pratiques. C'est évident une mauvaise nouvelle. Effectivement, ça va nuire à leur image. Selon lui, les ventes du brasseur pourraient même être touchées par cette décision.
C'est un gros coup de leur part. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça, croit Martine Roy, présidente du Fonds Purge LGBT, créé pour administrer l'argent émanant du règlement d'une action collective contre le gouvernement fédéral pour les torts subis par cette minorité dans la fonction publique canadienne et dans les forces armées. Elle est également directrice régionale du développement des affaires tout EL 2E, c'est ça doit être le Two Spirit LGBTQ+, de la Banque TD. Puis ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas surpris, la Banque TD. Ils sont très. Je connais quelqu'un qui donne des formations là. Stéphane Maillot, président de Havas Canada et spécialiste de marque, ne pense pas que les nouvelles orientations de Molson Coors mèneront à un boycottage. Il n'y a personne qui est assez chez soi et qui se dit j'aimerais ça boire une bière plus inclusive. La décision prise par le brasseur ne le surprend pas. Tu sais. Après ça, boire une bière. Non, mais Effectivement, c'est pas la question que tu te poses quand tu bois une bière. non, c'est pas la question que tu te poses, mais si tu sais qu'eux autres, ils font chier, tu penses-tu vraiment que je prendrais pas l'autre à côté qui est le même prix? Il y a de plus en plus de marques qui sont en train de se peser les avantages et les inconvénients de prendre certaines positions. Ces compagnies-là sont obligées de mettre les risques en balance. En fait, ce qui arrive, c'est moi, je pense que il doit y avoir une affaire de crowd qui prennent, qui consomment plus ou moins certains produits. Puis ces produits-là se sont rendus compte que le crowd aimait pas ça. Il y a d'autres produits qui vont s'en colisser parce que le crowd. Moi, je pense que c'est du rainbow capitalism d'un bout à l'autre. Là. Claire, c'est au mieux, c'est ça. Là. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le phénomène de rainbow capitalism qui décide quelles compagnies vont pencher de quel bord. Il faut juste en déduire que moi, personnellement, ce que j'en déduis de ça, tu me dis, je veux pas, tu dis, oui, OK, c'est tendancieux. OK, je vais dire c'est tendancieux dans un sens si je pars du point de vue que le gars à droite, il boit de la Coors. Mais si tu pars du fait que Molson Coors a probablement fait des études de marché, puis il a regardé ses ventes, puis il a regardé ses shit, puis puis quand elle s'est mis à avoir des politiques d'inclusion, probablement que les ventes ont baissé. Fait que faut croire qu'à quelque part, la crowd qui boit de la Coors, ça les a fait chier. Tu me suis? Ouais, mais. Bon. Mais ça veut dire qu'il y a assez de monde homophobe qui boit de la Coors pour que ça vienne affecter, là, pour que Molson revienne de bord. Bon, ben c'est ça. Ben, je veux dire, c'est eux autres qui ont fait le plus de bruit. Ça veut pas nécessairement dire que c'est eux autres le plus nombreux. Ça va se voir à long terme si c'est des bonnes décisions économiques qu'ils prennent. Ouais, non, mais attends un peu. Mais c'est ça ma question. C'est que est-ce que c'est à cause du bruit ou c'est à cause des ventes? Tu me suis? Si c'est à cause du bruit, OK, mon call, c'est tendancieux, j'assumerai. Mais si c'est à cause des ventes. Non, ben, le call est tendancieux dans les deux cas, mais ça veut pas dire que c'est faux. Là. C'est plausible, là. C'est plausible. Mais je veux dire, moi, j'ai plus l'impression que la décision, c'est à cause du bruit, mais en pensant à leur vente. Là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est en anticipation de ou c'est en réaction à? C'est ça la question. Parce que si ça serait en réaction à, moi, je serais curieux de savoir, si c'est en réaction à, ça veut dire qu'il y a assez de monde homophobe qui se promène en Harley-Davidson, qui boivent du Jack puis de la Coors, puis qui a un gros pick-up Ford. Tu me suis, là, je te fais un stéréotype, là, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que le chialage, pour une fois, venait d'ailleurs que là, est de plus haut placé. Là. On va continuer. L'entreprise bicéphale qui compte un siège social au Colorado et l'autre à Montréal a récemment annoncé à ses employés qu'elle ne participerait plus au système de notation de la Human Rights Campaign. Bicéphale. Le mot du jour, bicéphale. Bicéphale, ouais. C'est 10 points. J'aime ça, non, mais j'aime ça quand ils viennent humaniser les entreprises. Oui, clairement. Ce groupe de défense attribue des notes aux entreprises en fonction de l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ+, sur leur lieu de travail, rapportait le Wall Street Journal. À l'avenir, nous évaluerons notre travail et construire une culture d'entreprise forte basée sur nos propres mesures internes, vos commentaires et notre succès à servir nos clients. Peut-on lire dans la note interne envoyée au début de semaine aux employés que la presse a pu consulter? Fait que ça veut dire que si tu as des clients qui sont homophobes puis que tu as des employés qui sont homophobes, puis là, ça va faire une belle chambre d'écho de monde homophobe qui vont tous te dire qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont bons, puis qu'ils sont fins.
Nous ne participerons plus à des classements volontaires d'entreprises par des tiers aux États-Unis, y compris l'indice d'égalité des entreprises HRC. Cela n'aura pas d'impact sur les avantages que nous offrirons à nos employés, ni ne changera ou ne diminuera notre engagement à favoriser une culture forte où chacun de nos employés sait qu'ils sont les bienvenus à notre bord. Ben ouais! Ben oui, clairement. Ouais, OK, on va se calisser d'être raté de manière indépendante, mais fais-toi-en pas, là. Tes droits vont être respectés. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression d'entendre l'extrême droite québécoise. Or, après vérification sur son site Internet, jeudi en soirée, l'entreprise se targuait toujours de soutenir l'égalité absolue. Ouais, on connaît ça, l'égalité absolue. C'est toujours une égalité qui invisibilise les privilèges, puis qui invisibilise les torts historiques, puis les inégalités qui perdurent dans le temps, puis les inégalités systémiques. On connaît ça, l'égalité absolue. Ouais, ouais. Molson Coors a obtenu une note parfaite de 100 sur l'indice d'égalité en entreprise de la Human Rights Campaign pour 18 ans d'affilée, faisant de l'entreprise l'un des meilleurs endroits où travailler en matière d'égalité LGBTQ+. Bon, ben pourquoi ils ne restent pas là, tu sais? S'ils ne restent pas là, c'est-tu parce qu'ils ont l'intention de changer quelque chose? Chris, me semble justement, quand tu as une bonne note de même pendant 18 ans, tu as le goût de rester là et de te dire, Chris, c'est bon, hein? C'est bon, c'est une bonne pub. En raison des politiques, tu sais. Tu peux avoir une image publique super LGBT-friendly puis être un espace de travail de marde pour les LGBT Ben oui. et vice-versa. Ouais, les c'est deux ça. affaires ne sont pas nécessairement liées ensemble. Ouais, non, ouais, mais en même temps, ça, c'est un. Ce rating-là, de ce que c'est écrit un peu plus haut, ça a le rapport précisément aux politiques internes. Le truc de HRC, attends une minute. Là, OK. Ah, ça se peut. C'est un rating du degré d'inclusion des politiques internes. Fait que. Ça confirme encore plus ce que je pensais. Ça vient de haut. Internes, ouais. Ça vient de haut, puis c'est politique. Ça vient Oui, pas ça. ça vient pas du public qui chiale contre. Ouais. Comme ça, là. Ouais, mais c'est ça, si ça vient de haut, c'est-tu parce que ça vient des ventes ou c'est parce qu'ils ont peur? C'est-tu parce que. Je sais pas. Ouais, c'est pour edger leur bête vu la possibilité d'un gouvernement trumpiste. Un gouvernement de projet 2025. Ouais, peut-être. Le brasseur a également décidé d'arrêter de se fixer des objectifs de diversité dans les choix de ses fournisseurs et orientations qui visaient à faire des achats auprès d'entreprises appartenant à des membres de minorités. Bien que nous continuions à travailler pour assurer que nous utilisons les meilleurs fournisseurs pour notre entreprise et ceux qui représentent la nature diversifiée de notre clientèle, nous avons constaté que ces mesures peuvent être compliquées et influencées par des facteurs indépendants de notre volonté, écrit l'entreprise à ses employés. OK, c'est un paquet de concepts opérationnels qui ne veulent pas dire grand-chose. Un mouvement qui vient du Sud, hein, no shit. Molson Coors n'est pas la seule à mettre fin à certaines politiques d'inclusion. Cette tendance souffle sur les États-Unis. En mars 2023, la bière Bud Light a fait l'objet d'une polémique en étant associée à une influenceuse transgenre qui faisait la polémique. Ouais, c'est ça, enfin. Qui faisait la promotion d'un concours organisé par l'entreprise. Les ventes ont chuté. Mais, gars, c'est ça, je te dis, ça vient-tu des ventes? Modelo est devenue la bière la plus vendue chez nos voisins du Sud. Molson Coors a aussi profité de la baisse de popularité de Bud Light. OK. Plus récemment, de nombreuses entreprises comme Jack Daniel, Lowe's et Ford ont toutes mis fin à leur politique d'équité, de diversité et d'inclusion. Ouais, c'est ça, c'est du DEI, là. C'est politique, là. Le fer de lance de la campagne trumpiste, jusqu'à récemment, c'était contre le DEI. C'est pas juste ça. C'est-tu aussi l'espoir qu'en mettant public par rapport au fait que tu mets fin aux politiques d'équité, les conspis, puis tous les homophobes, puis tous les transphobes vont se garrocher sur ta bière parce qu'ils vont dire « Enfin, une bière qui est pas woke! » Peut-être aussi, là, mais je veux dire... Les appels au... ouais, en tout cas. On va continuer, il y a peut-être des débuts de réponse. Les appels au boycottage lancés par Robbie Starbuck, un militant conservateur de Nashville, ont fait courber les chines d'un bon nombre d'entre elles, rapportait la presse dans une chronique signée par Isabelle Haché le 29 août. Dans le cas de Molson, il s'attribue également le mérite de l'avoir fait reculer. Bon, qui se la pète. Hein, check-moi ça, la belle gueule de facho. Grande nouvelle, la semaine dernière, écoute, sincèrement, on dirait vraiment le Jordan Bardella américain. Ouais. Une belle gueule de chérubin. Hein. Ouais, une belle gueule de facho. Une belle gueule de faf. Grande nouvelle, la semaine dernière, j'ai envoyé un message à des cadres de Molson Coors pour leur faire savoir que j'avais prévu exposer leur politique woke, écrit Robbie Starbuck, les méchants woke.
dans une publication sur sa page Facebook. Aujourd'hui, ils apportent des changements préventifs. Nos campagnes sont si efficaces que nous faisons en sorte que des organisations de plusieurs milliards de dollars changent leur politique sans même que je publie, juste de peur d'être la prochaine entreprise que nous exposons. Hey, si ça, c'est pas du fascism enablement, là, c'est quoi? Après avoir questionné le directeur régional Affaires publiques et gouvernementales de Molson Coors, François... Tu sais, c'est sûr que, tu sais, lui, il peut faire ça à rebours, mais tu sais, l'autre ne viendra pas me faire croire qu'il n'a pas calculé sa shot, là. Mais lui, tu sais, juste parce qu'il dit ça, ça veut pas dire que ça s'est passé de même. Non, Là. non, non, non. Ils font ça souvent, là, essayer Ah de oui. s'accorder Non, le crédit pour quelque chose qui allait c'est pas arriver ça. de façon. Ah non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, je parle à l'inverse. Tu sais, je parle sans qu'il se soit même parlé. C'est juste le gars de la... Tu sais, le gars de chez Molson Coors qui se dit lui, à cause qu'il a fait ce call-là, si j'en parle là, ça va faire qu'il va en parler, qu'il va parler de moi, qu'il va, tu sais... Tu sais, qu'est-ce que je te dis? S'ils visent cette crowd-là pour vendre le bière en se disant, tu sais, ils vont se dire enfin une bière pas woke, c'est précisément ce qu'ils voudraient faire, que ce gars-là parle d'eux autres. C'est un crowd, là, genre, je sais pas, genre le crowd qui Le crowd du monde qui chiale vraiment contre les veut produits pas woke. boire une bière, genre, qui voudrait pas boire une bière woke, genre, à cause que, whatever, Ouais. ils changeraient leurs habitudes de consommation à cause de ça. Je pense pas que c'est si gros que ça, sérieux. Je pense que peut-être qu'eux autres, ils le surestiment, là, mais je pense pas qu'il y a c'est tant gros que ça. Ah non, mais... Tu sais, c'est assez pour qu'un grifter se mette riche, genre, ouais, mais là, non, si on mais- parle des décisions d'une Ouais. méga corporation, genre, Coors, il veut vendre de la bière à tout le monde, là. Ouais, Genre, non, je le sais, mais je veux dire, tu sais, à force de grappiller des marchés, puis à force de... Tu sais, je dis pas nécessairement que c'est vrai, mais la question, c'est est-ce que c'est ça que le dirigeant de Coors, il s'est dit, tu sais? C'est ça la question. Ben, je peux pas me mettre dans sa tête, mais Ouais, si non, c'est non, ça, le plus gros argument pour lui, il est un peu con. Là. Mais on va voir à long Ouais. terme si c'est Ben, des bons calls ou moi, pas, financièrement. moi, m'être bien franc, Mais moi, je continue à penser que c'est une décision politique plus que directement une question de vente. Là. ben, politique, ben, moi, m'être bien franc, ça me lève la puce à l'oreille. Peut-être que c'est politique dans le sens qu'il appréhende une chute des ventes, tu sais, ça se peut. Ben non, c'est politique parce qu'ils appréhendent un changement de gouvernement puis ils veulent Ouais, bien aussi. se placer pour en Ah, profiter. c'est sûr que ça doit jouer, tu sais, à vouloir avoir l'air moins woke. Ou d'être dans une position qui peut, genre, Ouais. edger leur bête, là, que, Ouais. genre, peu importe. Ouais, ils peuvent être placés, ils peuvent être juste assis une fesse d'un bord, une fesse sur l'autre pour s'en sauver, peu importe ce qui passe, ouais, c'est sûr. Puis je veux dire, c'est vrai qu'en ce moment, DEI, ça pue de la gueule. Là. Ça, c'est clair que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il va probablement en avoir de plus en plus qui vont décrocher puis ils De vont quoi, changer ça? le standard international. Parce que là, la critique, elle vient des deux parties là, de DEI là, à cause. En bonne partie à cause de genre le tollé soulevé par l'extrême droite. Mais je pense que c'est des politiques qui ont fait leur temps de toute façon. Là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? OK, tu veux dire ce set-là de politique spécifiquement. Okay. Ouais, c'est ça. C'est des politiques pour Ouais. incentiviser les compagnies à engager Ouais. genre, plus de minorités puis à chercher. Oui, parce que de toute façon, l'exploitation des minorités par le capitalisme, c'est pas ça l'inclusion. Fait que de toute façon. Puis il y a bien des groupes qui commencent à demander d'autres choses que ça. Fait que notamment. Ah non, les c'est ça. handicapés, C'était nice, genre, ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça. C'est ça la critique qui vient du genre de la gauche ou des démocrates plus, mais genre, ils sentent que le vent a tourné là-dessus, là, je pense. Là. Ouais. Il faudrait remplacer ça par quelque chose de mieux pour pas juste l'enlever, mais là, il se place dans une position avantageuse que ça soit un ou l'autre qui arrive, là, d'après moi. Ouais, c'est ça. Après avoir questionné le directeur régional Affaires publiques et gouvernementales de Molson Coors, François Lefebvre, à propos de l'envoi d'un message de la part de Robbie Starbuck au patron d'entreprise, la presse n'a pas obtenu de réponse. OK. Interrogé sur les conséquences d'une telle décision pour l'image de l'entreprise au Québec, M. Lefebvre a déclaré par courriel que Molson Coors faisait partie de la communauté au Québec et à Montréal depuis 1786. Au fil des générations, nous avons travaillé fort pour créer une culture fondée sur le respect mutuel, une culture dans laquelle tous et toutes se sentent en sécurité et où toutes sont les bienvenus. OK. Des beaux concepts opérationnels. Un appel mais ils disent, là, encore là, c'est la chèvre puis le chou. Là, oui. Ça m'indique encore qu'ils veulent garder. Oui, clairement. Ils veulent vendre de la bière à tout le monde. Ouais, non, ils veulent vendre de la bière au bigot puis aux personnes marginalisées. Ouais, non, c'est ça. Ça, je te crée, par exemple, qui veulent être à cheval, là, une fesse d'un bord, une fesse de l'autre. Ça se peut très bien. Là.
Les Parce organismes... qu'ils ont l'air à dire ça, tu sais, on Ouais. enlève la réglementation d'EI, mais ça ne veut pas dire que notre Ouais, environnement va ouais. être plus hostile nécessairement. Puis là, on va voir si c'est vrai ou pas avec le temps. Les organismes de défense de la communauté LGBTQ+ au Québec pourraient-ils encourager la population à bouder les bières du brasseur? Tout est possible, répond spontanément Marcel Roy. La Fondation Émergence, Laurent Ambreau est plus nuancé. Avant d'aller vers ces mesures, nous sommes prêts à leur parler. On ne veut pas les braquer, sinon on va leur donner la certitude qu'ils ont raison. Ils souhaitent néanmoins que ce mouvement ne fera pas d'autres entreprises en terre canadienne. C'était ça. C'était ça. C'était ça. Que le capitalisme, on ne peut jamais leur faire confiance. Rainbow Capitalism. Rainbow Capitalism. Fait que, écoute, c'était quoi là, un peu la suite du programme? Ensuite, on avait... Là, on allait parler du scandale des trolls russes ou des trolls américains payés par la Russie. Oui, effectivement. Fait que... c'est ça. On peut sauter comme le premier, puis passer le deuxième. Je veux juste checker quelque chose. C'est combien de temps, celui-là? 13 minutes. Puis l'autre, c'est 18 minutes. Bon, OK, on a le temps pour un 13 minutes. C'est ça. Non, c'est parce que, tu sais, j'essaie de timer les breaks égales. Là, fait que, tu sais, je check, tu sais, où c'est que je place ça, puis tout ça. Fait que, ouais, on va enchaîner. On passe ces deux-là, puis ça va être clairement. Ben oui. T'as bien timé ça, mon cher. T'as très bien timé ça. Ah, on s'en vient bon. On s'en vient bon. Fait que, on y va avec les trolls russes. Today, we are diving into a story that feels like it is straight out of a spy movie. We got covert operations, fake identities, Russian propaganda, and millions of dollars flowing through shadowy shell companies. But it's not a Hollywood thriller. Which is funny, because I'm in Hollywood right now. I'm actually in a hotel room in LA. I'm speaking at the 2024 Disaster Expo, sponsored by Oxygen Plus. And I'm speaking specifically about disinformation during a natural disaster, because our adversaries will use disinformation during a natural disaster to cause chaos and cause loss of faith in the American government. They did it during the wildfires in Hawaii last year. Now, I actually read this indictment while I was on the plane coming here, and I thought, my God, this would make a good Hollywood movie. Maybe I should pitch it to Netflix while I'm here. But it's not. It's an honest-to-God, real indictment from the Justice Department involving two people, and hopefully I pronounce these names correctly. Konstantin Kalashnikov and Elena Afanasfia. And they also mention in the indictment a company based out of Tennessee that is unnamed, but is most likely Tenet Media. Now, you might have heard of Tenet Media before. They are the YouTube home to a bunch of right-wing personalities, Lauren Southern, Tim Pool, Taylor Hanson, Matt Christensen, Dave Rubin, and Benny Johnson. And you know what's crazy? I think I've interacted with all of these people at one point or another because they were spreading disinformation regarding Ukraine. Specifically, Tim Pool, who is probably the worst of the bunch. One funny thing to note. Tim Pool said in a Twitter post, should these allegations prove true, I, as well as other personalities and commentators, were deceived and are victims. So, you weren't paid by Russia? You came up with these lies about Ukraine that just so happened to conform to Russia's foreign policy goals on your own? And you did it for free? Hey, bien, bonsoir, Queen Babette. That's probably the dumbest thing you've ever said, Tim, and you have said some dumb stuff. But go with it. Go with it if you're in front of a judge. I want to see what happens. So, let's start with the absolute basics regarding RT. RT, formerly known as Russia Today, is a media outlet funded and controlled by the Russian government. Now, RT is not your average news network. It has been accused of spreading propaganda and disinformation around the world, especially in countries that don't see eye to eye with Russia. So think of RT as like the Kremlin's microphone, just blasting their narrative across the globe. RT are not the good guys. When Russia invaded Ukraine in 2022, things got serious. Many countries banned RT from broadcasting. Now in the US, can't necessarily do that, but a lot of cable stations and satellite providers just dropped RT from their lineup. So what did RT do?
Ouais. Donc, quand il dit que c'est le mégaphone du Kremlin puis tout le kit, là, on s'entend que pendant vraiment longtemps, RT agissait de façon vraiment plus subtile que juste avant et pendant la guerre en Ukraine. Là. Aux États-Unis en particulier, là, il faisait passer, tu sais, genre, juste du monde un peu anticonformiste, là, un petit peu genre, tu sais, des genres Abby Martin, elle avait un show là, Lee Camp qui avait Redacted Tonight, là, genre, tu sais, t'as un petit peu tendance comme peut-être saucé des fois, mais juste genre, ça s'attendait progressif puis tout le kit parce qu'il il était content de faire passer du monde qui allait comme contre le grain du establishment aux États-Unis puis genre ça touchait quand même rarement les affaires internationales, les affaires russes puis tout le kit là, dans leur cheptel là, d'émissions à grand public. La situation a quand même changé là, quand ils ont commencé là, la guerre ou genre juste avant la guerre là, pour genre plus faire de la propagande là, intense. Là. Puis à cette heure, je sais pas de quoi ça a l'air parce qu'on l'a pu ici, là, mais. Ou si, en tout cas, moi, je le regarde plus, je m'en calisse. Mais genre, on peut comparer ça à, mettons, Al Jazeera, là, Al Jazeera, c'est genre un outil de soft power pour l'État du Qatar, puis les intérêts alignés. Puis la RT, c'est un outil de soft power pour la Russie. Genre, dans les deux cas, genre ça, ils ont quand même une programmation à tenir qui fait pas juste ça, là, de genre être le mégaphone pour Poutine et ou pour le Qatar et où, tu sais. Puis là, dans le cas d'Al Jazeera, souvent, ils disent C'est quelque chose plus de qui a dire de que l'allure. quand Poutine a besoin d'un mégaphone, c'est eux autres qui prennent, mais tout ce qu'ils font n'est pas le mégaphone de Poutine. Là. Ouais. Ouais, un mégaphone à l'extérieur. Puis je veux dire, on s'entend que genre la propagande la plus efficace que la Russie fait, c'est pas par RT, c'est par genre les comptes Telegram, c'était sur Internet, c'était par les troll farms puis ces affaires-là. RT avait son rôle à jouer, genre, mais des fois, il tape un peu trop là-dessus. Là. Ça, puis Sputnik aussi, là, qui est comme une version un peu plus vaseuse de RT. Là, genre, oui, mais ouais, pas autant que tu dis. C'était mon ticket modérateur. They pack up and go home? No. They just pivoted and switched gears to covert operations. So they used more social media, especially YouTube. They decided to influence Western audiences through more underhanded means. And one of those means was to create, essentially, companies that parroted RT's party line. So let's meet our first player, Konstantin Kalashnikov, also known as Kostya. He's a Russian national and an employee of Encore là, ces dudes-là sur Tenet Media, là, c'est vraiment plus saucé que RT. Là, genre, moi, j'ai jamais rien vu sur RT qui est aussi saucé que ces gars-là, là, qui sont des Américains qui parlent à des Américains en anglais sur des channels américains. Oui, puis moi, je connais pas Tenet Media, mais ça a l'air saucé en salle. Là. Ça me fait penser à des affaires comme, voyons... Ben, je sais pas s'il va y aller dans les spécifiques de comment ça s'appelle l'autre. Il y a Nomos TV, mais il y en a un autre. Là. Comment il s'appelle? Lux, mais non, mais l'autre, c'est un réseau de monde qui diffuse. Comment ça s'appelle? C'est-tu Odyssée? C'est quoi? En tout cas. Odyssée, c'est une plateforme. Ouais, c'est pas ça, en tout cas, bref. Mais je sais pas si ça veut dire, la façon que ça opérait, Tenet, c'est qu'eux autres, ils licenciaient des clips de ces artistes-là, puis ils les payaient pour ça, puis après ça, ils les éditaient, puis ils les mettaient sur Internet, ils en faisaient genre, ils faisaient le post-production, puis le edition sur ces clips-là, c'était fait à l'externe. Tout ce que ces influenceurs-là font, c'est de recevoir un chèque pour des vidéos qu'ils font déjà de toute façon. Qui s'adonnent à... Tiens, ça fit bien. Ça fit bien, mais pourquoi ça fit bien? Moi, c'est ça. Est-ce que c'est une commande politique? Est-ce qu'ils sont payés pour faire ça? Est-ce qu'il y a un contrat en quelque part ou ça donne de même que ça fit bien parce que c'est la même ligne que tu vas donner à l'extrême droite, anyway, genre que la Russie soit impliquée ou pas? C'est là-dessus, genre que il y a une proximité, c'est vraiment malaisant, mais il y a du monde qui va sauter à la switch un peu trop vite là-dessus. C'est pas juste ça, c'est que ils disent ouais, mais là, c'est quoi, ils ont corrompu du monde? Non, ils ont juste checké ceux qui avaient des affinités idéologiques avec eux autres, puis ils ont grabé ceux-là au passage, puis ils ont dit tiens, toi, ben, on va te payer, on va te donner de la post-prod, puis voilà. Chomsky, il parlait d'eux autres avec. The indictment run covert operations in the U.S. Then there's Elena Afanasfia, or Lena. She's another RT employee who works closely with Kostya to manage Tenet's media activities here in the U.S.
all while hiding her true employer of RT. Well, this brings us to Tenet Media. This is a Tennessee-based company at the center Fearless of this whole voice. mess that they kind of created. Cringe, Now, hein? on the surface, Tenet Media looks like any other content creation company, but according to the indictment, it was funded and directed by RT, making it essentially a secret arm of the Russian government's propaganda machine. So how did all this work? Well, it's alleged that RT funneled nearly $10 million to a series of foreign shell companies to fund Tenet Media. That's right, $10 million. You know what's funny is that $10 million it's like a pipe dream for the average content creator. And I have 3 times as many subscribers as Tenet Media does. I see nowhere near that amount of money. I'm barely making as much as I did at Accenture, and now I have 3 jobs instead of 1. So what was that $10 million for? Well, it was to produce and distribute videos that would stoke division in America and push narratives that were favorable to Russian interests on platforms like YouTube, TikTok, and more. Note that the indictment says that nearly 90% of the deposits into the Tenet C'est Media cheap en bank esti, là, account from quand October t'es un État, 2023. puis que tu sais qu'il y a un État, il y a des pays démocratiques, que tu sais, comme on dit, que c'est vulnérable à de la propagande. Avec tout ce qu'on a, comme je vais dire, comme influenceur, là, c'est pas dur de channeler de l'argent puis de payer du monde par des moyens interposés. Là. Il y a du monde qui demande des dons. Tu as juste à faire des dons anonymes tant que tu en veux. Là. C'est pas dur d'avoir des tu sais, comme il y a des usines à like, d'avoir des usines à dons pour la Fondation des droits et libertés du peuple, tu sais, par exemple. Tu sais, je veux dire, tu sais, puis je suis pas en train d'insinuer quoi que ce soit ou de virer dans le complot. Là. Je suis juste en train de faire remarquer qu'un système de dons comme celui de la Fondation, là, un État étranger n'a même pas besoin de se casser le cul. Il y a juste à avoir des donneurs anonymes. Ouais, mais ça dépend. Là. Il y a des channels que c'est plus checké que d'autres là, pour faire passer de l'argent. Ah oui, non, ça dépend des montants. Là. Oui. La façon la plus à date de faire ça, c'est justement beaucoup de petits montants. Fait que là, c'est moins checké. Oui, non, mais ça c'est se fait, juste... mais tu regarde, ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Des fois, ils font juste tu donnes un gros chèque de 100 000 $. Ben oui, puis c'est pas juste ça. Puis, Pour service rendu. Non, mais c'est pas. Oui, puis c'est parce que dans le cas de la Fondation, il y en a eu des gros dons, mais il y a eu aussi des petits dons que tu peux faire, là, au même titre qu'il y a des usines à like, qui peuvent avoir des usines à compagnie à numéro qui font des dons, des usines à account, tu sais. C'est relativement facile là, pour un État étranger. Là. C'est pas. Ouais, soit dit en passant, nous autres, je sais pas. C'est pas coûteux, là, je veux dire, c'est pas comme. C'est pas comme avoir, c'est pas comme essayer, en termes d'être capable de s'implanter dans un pays étranger, c'est pas nécessairement très tough. Là. Ben non, mais je veux dire. Quand t'as déjà du monde qui demande des dons, là. Ouais, mais. Je pense que cette économie-là, on a tendance à la surestimer. L'argent black, elle passe ailleurs que ça. D'après moi, le dark money, elle passe ailleurs que ça. Ça, c'est du. Genre, les donations, c'est du pocket change, là. C'est du pocket change pour les influenceurs, là. Je veux dire. Ah oui, non, ce que je veux dire, c'est que, ultimement, mettons, là, quelqu'un qui a envie de faire ça, là, peut faire ça, puis même, tu sais, du point de vue, tu sais, comme je te dis, d'un État étranger, tu dis oui, OK, les donations, c'est du pocket change, je vais te dire oui, dans certains cas. Dans le cas, par exemple, de la fondation de Stéphane Blais, ça en est un peu moins, tu sais. Comment ils ont ramassé 1 million? Ouais, je sais pas, je crois pas aucun des chiffres venant de là. Merci, Madame Prout, pour le follow. Nouvelle partisane. Merci, Madame Prout, nouvelle partisane. Bienvenue à l'Antipode. Yo. Yo à toi aussi, Madame Prout. Je me demandais comment que c'était écrit, mais voilà, je le sais. Fait qu'on va continuer. August 2024 came from foreign deposits. If the total foreign deposits were $9.7 million, that means the company was bringing in maybe $970,000 a year in YouTube ad revenue. Not bad, especially if you're a single content creator, but these people had to pay a staff. So it's not surprising that most of the content that you see on Tenet Media, it's like this talking head style, easy to produce content that's long form with plenty of room for mid-rolls. They need to make as much money as possible whenever they show a video. But
even with this cheap content, they still couldn't make money and pay all their staff, so they had to be subsidized by RT. Now, the founders of Tenet Media are Liam Donovan and Lauren Chen, also known in the document as Founder 1 and Founder 2. They were contacted by Kalashnikov and Afasanvia to Lauren Chen aussi est une influenceuse. and the founders were immediately suspicious. These people just wanted to shower them with money. That was kind of weird. Quand je vois des So noms de même, je les connais pas Kalashnikov tant. and Afasanvia, along with an unnamed actor named Persona 1, came up with this fictitious benefactor. The man's claimed name was Edward Georgin, who was supposedly this accomplished finance professional who held various positions in Brussels and France and was worked at a multinational bank. But the founders were still a little suspicious, especially when they Googled Edward Gregorian and couldn't find anything. So the founders emailed Persona 1 and asked Persona 1 about this guy they couldn't find on the internet. So Persona 1 replied with a fake resume and a profile. And I guess that was good enough. And even though Persona 1 occasionally spelled Edward Gregorian's name wrong in documents or accidentally sending correspondence and emails, the founders of Tenet Media took the money and whistled past the graveyard. Sort of. On September 11, 2023, one of the founders wrote Persona 1 about an unpaid invoice. When Persona 1 didn't respond, one of the founders Googled time in Moscow. The founder realized that it was 4:50 a.m. in Moscow, and they knew that the people who paid their bills weren't up. And of course, this means that the founders of Tenet Media, Liam Donovan and Lauren Chen, knew that they were taking money from Russia. So now let's talk about this law. Here in the US, we have something called the Foreign Agents Registration Act, or FARA. Basically, if you're working as an agent of a foreign principal in the US, you need to register with the Department of Justice. Why? Because transparency is key. People deserve to know who is influencing them and why. Note that I still work for the US government in some capacity as a contractor, and that puts a lot of restrictions on what I can say and do. For example, every once in a while, United 24 sends me an email asking me if I'll make content with them or for them. And United 24 is a Ukrainian government-funded media outlet. And while I agree with Ukraine's fight for freedom, I'm not a mouthpiece for any foreign government. And I always tell them no. But if I did agree to do it, I would have to register for FARA. Kalashnikov and Afanasyev were living in the US and they didn't register. And that's a big no-no. So now they're facing charges for conspiracy to violate FARA and conspiracy to commit money laundering. And that isn't just about breaking a technicality, it's about covertly influencing public opinion in the US and hiding who's behind it. And when you're playing in the shadows like that, you're breaking the law. So why does this matter? I mean, Tenet Media's tagline says, "Fearless voices live here." Maybe they're just telling the truth, and the media, which is controlled by the Jews and the military-industrial complex, don't want you to hear the truth. But there is this one weird thing. Remember that attack on a concert hall in Moscow a few months back that was blamed on Daesh? Well, Russian handlers who were communicating with the founders of Tenet Media suggested that the incident be blamed on Ukraine, saying, "I think we can focus on the Ukraine-US angle." With one of the commentators, known as Commentator 3, which must be one of these people, affirming that he's happy to cover it. Now, we don't know who Commentator 3 is, but I want to focus on Tim Pool for a moment. Remember back at the start of the video where I said that Tim Pool put out a tweet saying that he was the real victim here? I want you to listen to a video from Tim Pool and ask yourself if he's parroting Russian talking points or he thought of this himself. And they know it. But I don't know that it matters anymore. This is psychotic. Ukraine is the enemy of this country. Ukraine is our enemy, being funded by the Democrats. I will stress this again. One of the greatest enemies of our nation right now is Ukraine. They are expanding this war. Now, don't get me wrong, I know. You've got criminal elements of the U.S. government pushing them and guiding them and telling them what to do. Ukraine is now accused, a German warrant issued for blowing up the Nord Stream pipeline.
triggering this conflict. Ukraine is the greatest threat to this nation and to the world. We should rescind all funding and financing, pull out all military support, and we Il sonne pas propagandiste, pas en tout, ce gars-là. Il sonne pas. Non, écoute, il sonne. Écoute, tu le vois, là, puis il a l'air. Il a l'air d'être en train de craquer les troupes, là. Ah ouais, mais c'est complètement con, là. C'est complètement débile. Effectivement, Queen Babette, c'est un beau champion. Moi, je le connais bien, Tempo, là. Je suis pas mal proche de cette. J'ai le nez proche de cette sphère-là, là, puis il est spécial. Il est spécialement pathétique, là, Tempo. should apologize to Russia. So did Tim Pool just come to this conclusion by himself with his own research? Yeah, I'm a Christian. One thing that always struck me as kind of funny is that Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. It's about $858 in today's money with the current spot price of silver. Can you imagine that? Betraying the greatest man who ever lived for $858. And maybe at the end of the day, Tenet Media aren't traitors. They're just grifters. The content creator equivalent of carnival barkers. They have nothing new to say. They have no investigative journalism. They just have anger on demand and lazily produce content that's simple to edit so they can pump out 4 videos a week. This case highlights just how far some foreign entities will go to manipulate public opinion. They're not just buying ads or pushing their content, they're embedding themselves in our media landscape, pretending to be something they're not. And that's dangerous. It's a reminder to all of us. Always check your sources. Be skeptical of where information is coming from, especially when it's from unknown entities. And most importantly, stay informed, because when you know what's going on, you're a lot harder to fool. Hey, if you're in the LA area, come to the 2024 Disaster Expo at the LA Convention Center on Friday the 6th at 11:45 about how our adversaries. Ouais, ça a l'air de du ads. Ça ne nous concerne pas vraiment. Ouais, non, ce qu'il a dit, c'est très important. Là. Genre, tous ces influenceurs-là auraient pu faire ça de façon tout à fait légale s'ils avaient juste disclaimé. Puis, mais juste ça, c'était trop leur demander parce que c'est des fachos et ils n'ont pas besoin de se plier aux règles dans leur tête. non, eux autres. Le méchant gouvernement. C'est ça. Puis genre, dépendamment de comment ça avance cette histoire-là, je pense que les conséquences peuvent être comme genre fucking sérieuses. Là. Genre, ça se peut qu'on voie plus Tempo. Ça se peut genre qu'on voie juste plus Tempo, les sons chauds de mal. Ouais, c'est ça. Longtemps, puis lui, genre, il n'est pas backé comme Alex Jones. Là. On va voir dans le prochain vidéo là, que genre tout ce monde-là, ils se connaissent, puis whatever, genre, mais c'est pas dur de se débarrasser de Tempo puis de l'envoyer croupir dans un trou pendant longtemps. Puis je veux dire, fuck le police. Puis tout, là, mais ça me dérangerait pas. Que ça on n'encouragera pas, mais on pleurera pas. Je vais être un mauvais abolitionniste pendant un court moment et dire good riddance, si c'est ça qui arrive. Là. A lot of the worst guys online. L'autre vidéo que j'ai trouvée par rapport c'est pas par rapport à ça directement, mais justement, c'était pour c'est une petite étude de la proximité de toutes ces personnes-là avec l'organisation politique du gouvernement, pas du gouvernement, du parti trumpiste. Là. Parce que ça fait longtemps qu'on le sait, là, je veux dire, que ça c'est la Russie qui les paye ou pas, genre, ils sont organisés avec la campagne trumpiste pour... Puis les architectes, là, le monde derrière le projet 2025, là, puis des grands noms là, comme Bannon. Puis, on se tient que du monde qui partage nos valeurs. Hein, à gauche, c'est un peu la même affaire. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas juste du monde qui partage leurs valeurs, c'est du monde connecté. Puis proche mais c'est aussi du monde qui partage leurs valeurs. Aussi. Tu sais, le monde connecté proche du pouvoir et proche de qui ils sont, c'est pas le monde qui partage pas leurs valeurs, c'est ceux qui les partagent. Ah oui, c'est ça, je voulais dire tantôt. Moi, je rajouterais aussi, je sais pas quel État qu'on favorise leur ligne directrice avec notre contenu, mais si jamais ça vous tente de prendre des clips et de nous payer 100 000$ pour faire des edits puis les mettre sur Internet, ouais. On change. Si nous autres, on n'a pas besoin de changer notre script, 100 000$. Ça se prend bien.
each other. Bien sûr, They're bien sûr, on friends ferait or jamais ça colleagues et, or et on ex-colleagues, vous le and dirait. they're all kind of helping each other out. Puis on n'encourage I personne made à a video faire a ça. couple of months back about that, starting with a few anonymous-seeming articles about how X-Men was going woke that were being shared around, and tracing them, the sites publishing them, and the writers penning them, back to a semi-organized network of right-wing influencers and moneyed backers. I'd recommend you watch that video. This is a fairly direct follow-up, but the nutshell version of it is that when it comes to the major online voices whining about wokeness destroying cinema or gaming or Kathleen Kennedy that, Sweet Baby Incorporated this, blah blah blah, pick out any specific one of them and there's a pretty good chance you'll find personal or professional connections to the rest of them, or even organizations like Glenn Beck's The Blaze or Turning Point USA, and so on. Here's a clip. Back when Eric was making his name, he was also pushed heavily by John F. Trent, who's now signal-boosting Delarose and Fandom Pulse, and who streamed with Nerdrotic, who himself, streamed with Eric, and Ryan, and Garrett, and Benny, and Gavin, and climate change denier, Russia simp, Republican presidential hopeful, Vivek Ramaswamy. You know, that sort of thing. That video got a pretty good response, I think. It's doing okay views-wise, you guys seem to like it, Dan Slott shared it. I know some people don't love all the stuff he's written, but I don't know, man, I bought a lot of his Spider-Man books when I was younger. Spider Island was the bomb diggity, so that was mega cool for me. The video even led one of the main goobers in question to EFAP it, his words by the way, not mine, and then falsely accuse me of deleting comments. But in some of the places that video was shared, a few responses seemed kinda nonplussed. Some of you were kinda like, yeah, we knew this isn't new information. And, you know, I guess it wasn't if you had already gone down that rabbit hole yourself. Most people haven't, though. And the problem comes when the passive viewer hears these voices and doesn't even realize there's a rabbit hole to go down. What I was really trying to do there was represent the odyssey of discovery anyone could go on from any given discourse flare-up. So if it wasn't related to one of those woke X-Men articles, I didn't really bring it up. And that's why I didn't go any further in that video, but this is a different video, so let's go just a little further and expand her web, which as we know, connects them all. First, though, a PSA. People trying to profit off your attention and anger aren't the only online dangers. The only thing more valuable than your clicks is your data, and there's a ton out there. That's where this video's sponsor, Aura, comes in. I googled my name, and right there is my employment. AT&T recently protect your privacy. Go to my link at aura.com. Lauren Chen. J'aime ça quand ils font. Ouais, moi aussi. I noted some of this in March's longer video, the main X-Men were always woke one, but for the sake of completeness, last time we looked at 3 instances of article format pearl ringing, and while the first 2 slotted into our web from both an organizational and authorship perspective, Fandom Pulse and Bounding into Comics, John Delarose and John F. Trent, we only really focused on that last one, the Blaze article, as relevant because of the Blaze, the Glenn Beck of it all, the links we see to other reactionaries via that platform. But hey, guess what also? Lauren Chen, the Blaze contributor whose words make up the majority of that article's content, she's also worked for Charlie Kirk's Turning Point USA, same place as figures like Benny Johnson and Jack Posobiec. Also, we probably glossed over Chen herself a little too much. Like some of the other guys we talked about, she's a Christian nationalist. That's not my label, by the way, it's hers. One who's sympathetically platformed dudes like noted white nationalist Richard Spencer and Stefan Molyneux. Isn't that fun? She streamed with Sargon of Dumb Name not long ago, she's worked with PragerU, making a video for them about feminism bad, and I know this one's gonna shock you, but she's also streamed with Nerdrotic and friends a whole bunch. But alright, you probably hadn't heard of Lauren Chen, or some of those other people. You want something juicier? Let me see what I can do. Alex Jones. Speaking of Nerdrotic and the YouTube gang, we can, through them, add another little face to our web. InfoWars' own Alex Jones. And I won't have to for a few years since I got food and stuff, but I'm literally looking at my neighbors now and going, I'm ready to hang them up and gut them and skin them and chop them up. And you know what? I'm ready. My daughters aren't starving to death. I like my neighbors. If you're a new listener, just type in Pentagon tested gay bomb on Iraq. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Serious crap. I'm sick of being social engineered. It's not funny. Not just. Il y a déjà un gars qui m'a déjà dit que ah, moi, je comprends à QAnon. 30 secondes après, il me parlait de George Soros. Puis la fois que j'étais arrivé chez eux, c'était Alex Jones qui jouait à la TV.
via son ordi dans sa TV, là, parce qu'il est assez. Que ça s'appelle QAnon ou pas, depuis qu'il y a QAnon, c'est tout QAnon. Ouais, c'est ça. Tu y échapperas pas. Eux autres, ils keep track. Just because he streamed with them, although yes, obviously he has streamed with them a couple of times, but because of a little channel called Nerd Wars. Nerd Wars is a channel shoveling out both generic, shorter Chud content and these longer compilation pieces, which the channel very generously labels documentaries, largely compilations of clips from just all the usual suspects. Here, this is the first 10 or so seconds of one of their big videos. Even though we created this nerd culture, the Marxist colonists who invaded and bastardized everything are portraying us as the villains. You're aware you're gatekeeping right now, right? That sounds like something a fake fan would say. And let me just tell you, once you've seen one snippet of a Nerd Wars documentary, you've seen the whole thing. The tone of the following hours of editorialized clips and vague us versus them voiceover snippets tying them together is exactly what you're expecting. One fun thing about Nerd Wars is the way they're a little more willing to say the quiet parts a little louder. For instance, in my videos talking about YouTube crypto-fascism, we've come up against the cultural Marxism conspiracy theory a few times, and the way it serves as the template for a lot of the generic anti-woke rhetoric. The way these guys will often take the Marxists have infiltrated cultural institutions and are destroying the West idea Le pire, and c'est change the reconnu par des details. chercheurs que c'est la droite but qui fait don't make it le obvious plus de thing. But métapolitique. Nerd Wars, they will just come out and tell you it is the Marxists, actually. La gauche est plus Our culture concentrée sur des doesn't have politiques a toxic concrètes fan et problem. spécifiques. We have a toxic creator problem, a toxic actor problem, and definitely a toxic Twitter problem. But ultimately, we have a Marxist problem. So now, if you have an opinion, and if you have passion, and if you say anything that doesn't line up with it, you are a troll, and they're going to dismiss you as that. So, points for straightforwardness, I guess? Look, I'm not going to break down all the content of this channel. Even just watching all this stuff would turn me into a gibbering wreck of a man. I'm just going to cite a video by Actual Fandom digging into the story of this channel, which is of course linked below, and mention the way it seems to have been established after an Alex Jones Friday Night Tights guest spot. The way the presenter looks a great deal like an InfoWars employee, or at least an InfoWars affiliate, and the way the channel's very liberal use of Chud content seems to have been allowed and endorsed by some within Nerdrotic's sphere. To be clear, the people featured here have all the tools they'd need on the YouTube backend to take these videos down if not. And yes, we don't have the receipts for all of the featured creators giving Nerd Wars the go-ahead for ongoing content reuse. It is certainly true that in theory this channel could be reusing these guys' content again and again without their knowledge in videos which reach hundreds of thousands of views. It might just be a coincidence that regular FNT guest Chrissy Mayer has worked for Jones and InfoWars in the past, so you know what I'm gonna do? We'll do a different color line on the graphic here. This shade of green can mean, gee, it sure looks like there's a substantial link here, sure looks like this channel is a calculated astroturfing project designed to nudge that bumper crop of anti-woke audiences nearer to Jones' wavelength without advertising the fact, but I guess we can't be sure. Anyway, that's Nerd Wars. More interesting, but still relatively small potatoes, right? Alex Jones has his grubby little mitts in the griftosphere too. That's kind of on brand. You want a bigger story. You want me to scale all this up. Well then, let's do that. The Architects of the Alt-Right. Heavens, what a dramatic chapter title. Look, it's nigh impossible to exist online without being aware of the alt-right, at least in vague terms. Even if you've not personally delved into the weeds of what trends and practices distinguish the alt-right from traditional conservatism or whatever else, you know there's a bunch of mostly youngish white guys very concerned about the plight of the young white male, centered on message boards, folding in formerly fringe conspiracies, weirdly an outgrowth of new atheism, Pepe the Frog, blah blah blah. You can't not know that. But it wasn't always this way. So let's start to bring in some of the figures most responsible for changing that, for unifying and codifying the alt-right and their tactics. This is Steve Bannon. He's done a lot of things in his life, but probably the two most noteworthy ones were being a founding board member and later chairman of Breitbart News, so, you know, Link,
and becoming President Trump's chief strategist in 2017. Il y a un bout And the pendant la latter pandémie, was a j'avais vu un fairly meme, direct c'était le logo du Journal de Montréal, mais c'était écrit le Journal de Breitbart. J'avais adoré ça. C'est pas si loin que ça, là. Non. Mais c'est considéré plus légitime, là. Breitbart Ouais, est quand même ouais, assez je largement sais, mais- délégitimisé, mais... Il y a des shots que le Journal de Montréal, ils ont littéralement fait de la pub à des manifs conspi. là. C'était dégueulasse. là. Of the former. See, Bannon's big idea was that to change politics, you had to change culture. As a report from BuzzFeed 7 years back made clear, this was his goal with Breitbart. At first covertly, as seen in a whole cache of secretive, now leaked emails dictating editorial focus guerrilla style around the early sites of the culture war, and then not covertly. A watershed moment was the development and publication of Breitbart's so-called Establishment Conservatives Guide to the Alt-Right. It's just satire, bro. We're just being satirical. I've kind of got a really dark, twisted sense of humor. You probably don't get it. It's just satire. This piece was spearheaded by one of Bannon's proteges, Milo Yiannopoulos. Maybe you've heard of him. You know, he's the definitely not a Nazi whose leaked passwords included Long Knives 1290 and a word beginning with Cristal. This is him here, singing karaoke to a room full of people saluting with one arm? Don't worry though, he later clarified he couldn't see what they were doing. They were too far away. He couldn't make any of it out with his poor little weak eyes. No story here. Wait, what's this photo doing here? Anyway, Yiannopoulos' manifesto broke down the alt-right into various categories. The intellectuals, like noted white nationalist Richard Spencer and various manosphere thinkers. The natural conservatives, you know, guys who don't like foreigners or minorities for sensible reasons. The meme team, and the 1488ers. Yiannopoulos had developed the piece in conjunction with feedback from guys like the Daily Stormers admin and Theodore Beale, aka Vox Day. Breitbart's editors did their best to sand down the rougher edges of the overtly racist figures the article knowingly incorporated, and Bannon even helped out, circulating the draft to gain some establishment conservatives' perspectives. Upon publication, the manifesto was influential and raucously received by the alt-right. After this point, there was little need for the mask to stay on at all. A few months later, in July 2016, Bannon declared the website the platform for the alt-right. A month later, he was officially unveiled as the chief executive of Donald Trump's presidential campaign. And we all know what happened next. This was the goal from minute one. As that Reddit post I showed a while back alluded to, even before Breitbart, Bannon had seen the radical potential of the nascent alt-right space while involved in a World of Warcraft gold farming company 20 years back. An article in USA Today quotes Bannon as saying, "These guys, these rootless white males, had monster power." Reflecting on his mentoring of Yiannopoulos through Gamergate to that codifying manifesto, Bannon continues, "I realized Milo could connect with these kids right away. You can activate that army. They come in through Gamergate or whatever and then get turned onto politics and Trump. This is the central truth of the alt-right, the natural conservatives, meme teamers, and so on. Before they were assets, they were marks." Why am I telling you all this though? Is there some clip I'm about to show you of these jabronis just hanging out with Nerdrotic or Brian Kinnell or something? Well, no, nothing like that, but there is a connection worth making here, if a more conceptual one. Because Bannon, Yiannopoulos, and friends at Breitbart, in large part, they built the playbook our YouTube Chud cluster has perfected. Nearly all of those classic crypto-fascist narratives and tricks have direct precedent here. Pre-release woke spotting of geekdom properties? Breitbart did it. Blaming everything on Amy Pascal or Kathleen Kennedy? Breitbart did it. Emphasizing some essential whiteness under catastrophic attack? Breitbart did it. Breitbart helped mainstream it. If you've ever wondered how stuff like the Great Replacement or cultural Marxism conspiracy theories went from the fringe to the heart of popular discourse, these guys are a large part of that answer. Theirs are the hands at the center of that 2014 to 16 era Overton window yanking. So, it isn't that our current crop of alt-right firebrands, the fandom menace, or that are Bannon's proteges themselves, are Breitbart's sleeper agents, or anything like that.
No, they are the results of that shift. They were the marks. They are the fruits of that changed culture. The first generation of pundits to grow to prominence from the fields Bannon, Yiannopoulos, and Breitbart watered, now mature enough to begin linking up with, if not the Breitbart crew themselves, their allies, furthering the alt-right culture change project. Because it isn't simply legacy. The links here aren't just conceptual ones after all. Bannon's had Alex Jones on his war room, has praised the latter's political thinking. If you look at the evidence and the facts, you are one of the great thinkers of this. That is very rare. You got to go back almost to the revolutionary generation and see that. In this new book, I got to tell you, when Tony Lyons first approached me, I read this thing, I go, this is it. He's also been on the Blaze Network, for what that's worth. Yiannopoulos worked with Proud Boys founder and, again, Friday Night Tights guest Gavin McInnes on the latter's Censored.tv platform. And Theodore Beale, aka Vox Dave, one of the guys Yiannopoulos checked his alt-right manifesto with, yes, viewer, you have heard that name before. He is the same white nationalist that old buddy John De La Rose, remember him, used bounding into comics to cape for, and whose company, Castalia House, published De La Rose. Oh, and he's also published books by the InfoWars-linked Mike Cernovich and by Pasobic. Again, a turning point man, and also a signal booster for bounding into comics. Gee, it's funny how little distance separates our YouTube fanspace grifter gang from the out-and-out white supremacists, isn't it? Funny how direct the line is from the architects of the modern alt-right to everyone's favorite human thumbs, muscle fetish grandpas, and gas masks. Actually, funny's probably the wrong word there. I want to be clear that the point of this video wasn't to attempt a comprehensive history of the alt-right, or even of Breitbart's part in mainstreaming it. You can read and listen to those already. A good place to start would be the BuzzFeed report I mentioned a few minutes back, or the Rewriting Ripley blog, my major sources for that last section, but there's a lot of stuff out there. No, the point here was simply to push out the single instance rabbit hole connection web thing we did last time, and kind of situate it in its historical political context a little better. Because if we can all get on the same page here, see together how much methodological ground, how many friends, how many colleagues are shared here, maybe we can finally understand their goals are shared too. Anyway, that's that. Like, share, maybe check out my podcast. We just did an episode discussing the Superman boots drama, fried worms, and other stuff too. And please do consider supporting me on Patreon or with a YouTube membership if you like videos like these. You've no idea how much it helps. And thanks as always to everyone doing so already, especially Han. Moi, c'est pas dur. Tant que l'extrême droite vont chialer contre Henry Cavill, je vais être contre eux autres. Je pourrais négocier n'importe quoi d'autre, là, mais pas Henry Cavill. Un gars simple. Exactement. C'est ça. Fait que c'était notre petit tour de l'actualité. Ouais. Le dernier vidéo était moins d'actualité, mais je pense que c'était un bon exemple de comment ce genre de mouvement-là se synthétise aux États-Unis ou ailleurs. Oui, effectivement. Non, c'est clair que ils se connaissent tous, puis on appelle, comme on dit, c'est des milieux perméables. Perméables, c'est bien dit. Ouais, puis on est à peu près à la mi-chemin de notre programme et de notre horaire. Donc, on est pas mal in time. Fait que on s'en vient bon à gérer nos divergences. On s'en vient pas pire. Fait que, écoute, on va vous faire une autre petite pause musicale. Moi, j'ai des légers besoins biologiques, puis refill des cafés, etc. Fait qu'on vous revient. Ça va peut-être être un petit 10-15 peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Fait que... Mais après ça, on va parler après tous ces sujets lourds, on va avoir un peu plus de fun, peut-être. On va parler de jeux vidéo. En plein ça. Mais évidemment, il va y avoir de la politique là-dedans. D'une optique politique, bien sûr. Oui. Fait qu'on vous laisse en musique avec encore une fois de la trame sonore de jeux vidéo, puis on vous revient dans 15 minutes. Vous écoutez l'Antipode.